19h à Alger, vous regardez Al24 News, à la une de l'actualité. Coup d'envoi à Saint-Pétersbourg du sommet entre l'Afrique et la Russie, qui se met à l'heure du continent en matière de coopération économique. L'Algérie et le Japon qui aspirent à approfondir leur partenariat économique. Les deux pays signent à Alger un accord pour la création d'une commission gouvernementale mixte. Crise politique au Niger avec la tentative de coup d'État. Le président Mohamed Bazoum s'exprime. Il déclare que la démocratie sera sauvée. Et puis, énième provocation sioniste en Palestine, plus de 2000 colons violent et violent le statu quo d'Al-Aqsa. Et à leur tête, le ministre de la Sécurité au gouvernement sioniste, Itamar Ben-Gvir. Madame, Monsieur, bonsoir. En sa qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman est arrivé à la ville de Saint-Pétersbourg en Russie pour prendre part aux travaux du deuxième sommet Afrique-Russie qui se tient les 27 et 28 juillet sous le slogan « Pour la paix, la sécurité et le développement ». Et en marge de sa participation aux travaux de ce sommet, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman s'est entretenu jeudi à Saint-Pétersbourg avec Malik Agar, vice-président du Conseil souverain de la République du Soudan. Ils sont en marge, je le disais, donc de sa participation en tant que représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune aux travaux du deuxième sommet Russie-Afrique. La rencontre a constitué l'occasion d'évoquer les relations fraternelles et liens qui lient les deux pays et peuples frères, et d'échanger les points de vue sur les efforts visant à surmonter la crise que connaît le Soudan. La ville de Saint-Pétersbourg qui se met à l'heure africaine, pas moins de 49 pays sont représentés lors de cet événement majeur de la coopération bilatérale entre la Russie et le continent africain. Outre une grande déclaration du président russe Vladimir Poutine lors d'une session plénière, sommet de son forum économique et humanitaire comprend plusieurs conférences. L'événement donnera une nouvelle impulsion au partenariat entre les deux pays, les deux parties, notamment dans les secteurs de l'industrie nucléaire, les technologies spatiales, l'intelligence artificielle, la sécurité internationale, la création de nouvelles routes logistiques, la souveraineté alimentaire, la stabilité du marché des engrais. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un résumé de la journée préparé par notre envoyé spécial à Saint-Pétersbourg, Amin Toutah. Un forum entamé ce matin par le discours du président russe Vladimir Poutine qui est revenu sur l'état des relations bilatérales économiques entre la Russie et l'Afrique et les moyens de les renforcer. Des relations en nette progression selon le président russe avec des échanges qui ont dépassé les 18 milliards de dollars dans divers domaines tels que l'agriculture, la science et la technologie ainsi que le développement durable. Un peu plus tard dans l'après-midi, il y a eu une conférence de presse animée par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui est revenue sur la représentation africaine au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour Moscou, il est nécessaire pour que l'Afrique ou bien soit mieux représentée au sein de cette institution onusienne. Pour rappel, il n'y a pas eu un membre permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU depuis sa création à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était un point évoqué durant la conférence de presse animée par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Demain, pour le programme, il y aura d'autres sessions plénières ainsi que des rencontres bilatérales et des sessions de débat en marge de ce forum. Nous le disions donc, la coopération économique au cœur de la relation Russie-Afrique au sein du deuxième sommet entre les deux parties. Quelle allure aura cette coopération économique entre la Russie et le continent africain? Réponse dans ce sujet signée Tinhinan Makassi. Ces 27 et 28 juin, tous les regards africains sont tournés vers Saint-Pétersbourg.
deuxième plus grande ville de la Fédération de Russie. Et pour cause, la métropole accueille la deuxième édition du Forum économique humanitaire Russie-Afrique. Cette édition 2023 s'inscrit dans l'avenir avec pour objectif le renforcement des relations stratégiques entre le continent et Moscou, afin de les élever à un nouveau seuil. Les perspectives de coopération entre la Russie et l'Afrique, je pense qu'elles sont dans les bonnes conditions. Et nous sommes ici, par exemple, pour chercher de nouveaux partenaires. Et pour nous, et que cette coopération continue, que ça se développe. Nous sommes sur le bon chemin. Le terrain est très propice parce que pour nous, nous œuvrons dans le domaine d'agriculture agro-industrielle. Et comparer la Russie et chez nous en Afrique, nous avons encore besoin de partenaires et c'est un chemin, c'est un beau chemin. Il est clair que le sommet vise à diversifier les domaines de la coopération afro-russe et à inscrire ces relations sur le long terme. D'ailleurs, une exposition de grande envergure est organisée ainsi que des ateliers autour de questions économiques, de la technologie nucléaire et numérique ou encore des questions humanitaires et sociales et même le sport et la culture. Autour de toutes ces questions qui seront abordées, l'économie mondiale est évidemment au cœur des préoccupations. L'Afrique et la Russie étant tous les deux favorables à un renouveau de l'ordre économique mondial, en faveur d'un renouveau avec le gagnant-gagnant comme fil conducteur. Pour rappel, la première édition s'est tenue en 2019 à Sotchi et avait vu la participation de plus de 6000 personnes, avec la signature de quelques 92 protocoles d'accord. La coopération algéro-russe dans le secteur du transport aérien, également d'actualité. Une nouvelle ligne reliant Alger à Saint-Pétersbourg a été inaugurée mercredi. Elle sera opérée par la compagnie Air Algérie à raison de 3 vols par semaine. Cette initiative contribuera ainsi à répondre aux demandes croissantes des voyageurs souhaitant se rendre en Algérie ou transiter par l'aéroport d'Alger pour accéder aux différentes destinations desservies par la compagnie algérienne. Coopération bilatérale toujours, l'Algérie et le Japon renforcent leurs liens économiques à la faveur de la création d'une commission gouvernementale économique mixte. Un accord pour sceller ce nouveau partenariat entre les deux parties a été signé ce jeudi au siège du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger à Alger. Nous considérons qu'il est grand temps pour les deux gouvernements de faire davantage ensemble pour faciliter les activités économiques des opérateurs économiques des deux pays. Nous connaissons déjà, le gouvernement algérien a pris un grand effort, déployé de grands efforts pour améliorer le climat d'affaires en Algérie, surtout avec la législation de nouvelles codes d'investissement et aussi d'autres législations. L'actualité avec le président nigérien Mohamed Bazoum qui a affirmé jeudi que les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés, que les Nigériens pris de démocratie et de liberté y veilleront. Pour rappel, le président Bazoum a fait l'objet d'une tentative de coup d'État hier. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Assoumi Massoudou, a appelé quant à lui tous les démocrates et tous les patriotes à faire échouer cette aventure porteuse de tous les périls pour notre pays. Pour rappel, un communiqué de la présidence du Niger a indiqué mercredi que le président Mohamed Bazoum et sa famille se portaient bien, et ce, à la suite de l'encerclement du palais présidentiel de la part des membres de la garde présidentielle, dont ce qui a été qualifié de tentative de coup d'État. Des éléments de la garde présidentielle ont engagé un mouvement d'humeur anti-républicain et tenté en vain d'obtenir le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale, lit-on dans le communiqué de la présidence nigérienne, communiqué qui ajoute ceci: l'armée et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la garde présidentielle impliqués dans ce mouvement d'humeur s'ils ne reviennent pas de meilleurs sentiments. Fin de citation. L'Union africaine, justement, qui réagit également à cette tentative de coup d'État. Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki, a condamné fermement de tels agissements de la part de militaires agissant en totale trahison de leurs devoirs républicains, leur demandant de cesser immédiatement cette inacceptable entreprise. De son côté, le président de l'Union africaine s'est exprimé à ce sujet jeudi depuis Saint-Pétersbourg en marge de sa participation aux travaux du sommet Afrique-Russie. On écoute M. Assoumani. L'Union africaine, comme vous le savez, a pour mission principale depuis sa création
de promouvoir la paix et la sécurité sur le continent. Mais malheureusement, nous vivons des actes que vous connaissez tous, à même d'affronter pour essayer d'y mettre fin. Et comme vous le savez dernièrement, ce qui s'est arrivé au Niger, je m'associe à l'Union africaine, au communiqué sorti par la communauté africaine pour condamner ce qui s'est passé au Niger et recommander le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la libération du président Bazoum et sa famille. À noter également que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a quant à lui condamné, je cite, la prise de pouvoir par la force. Il déclare suivre l'évolution de la situation avec beaucoup d'intérêt. L'Union européenne et les États-Unis ont également condamné la tentative de coup d'État. Hier, j'ai parlé au président Bazoum pour lui exprimer toute notre solidarité. Aujourd'hui, je souhaite m'adresser directement à ceux qui le retiennent. Libérer président Bazoum immédiatement. Nous suivons de très près la situation et les développements au Niger. J'ai parlé avec le président Bazoum plus tôt ce matin et j'ai clairement indiqué que les États-Unis le soutenaient résolument en tant que président démocratiquement élu du Niger. Nous appelons à sa libération immédiate. Nous condamnons toute tentative de prise de pouvoir par la force. Nous sommes activement engagés auprès du gouvernement nigérien, mais aussi avec les partenaires de la région et du monde entier. Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que la situation soit résolue de manière appropriée et pacifique. Le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdallah Al-Arabi, a affirmé que toute activité économique dans les eaux territoriales sahraouis considérée comme une violation du droit international et européen. Ce même droit dispose que toute activité doit être sujette à l'assentiment du peuple sahraoui qui en est le propriétaire exclusif. Nouvel accès de violence au Soudan, une base aérienne clé au nord de Khartoum a été attaquée jeudi par des paramilitaires qui ont affirmé avoir tué ou blessé des dizaines de soldats de l'armée. La zone de Omdurman a été témoin d'échanges de tirs, de roquettes entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Dans le même temps, la délégation de l'armée soudanaise au pourparlers à Jeddah a déclaré dans un communiqué, je cite, qu'elle est retournée au Soudan pour des consultations. La délégation sera prête à poursuivre les pourparlers une fois qu'ils reprendront après que les obstacles auront été surmontés, ajoute le communiqué. Fin de citation. Soudan toujours, près de 70 000 Soudanais sont entrés en Éthiopie selon l'Agence des Nations Unies pour les migrations. Les chiffres de l'OIM indiquent qu'en date du 23 juillet, plus de 69 000 personnes sont arrivées en Éthiopie par plusieurs points de passage frontaliers dans les régions d'Amara, Benishangul, Gumz et encore Gambela. Zoom à présent sur le Burkina Faso avec l'histoire de François Yaméogo, un créateur de mode parisien qui a choisi de tout plaquer, rentrer au pays pour investir dans le secteur du textile, pour ressusciter un tissu traditionnel, le Faso d'Anfani. C'est un sujet signé Souila Akilal. Au rythme des métiers à tisser, l'atelier François Ier tourne à plein régime. Les pieds battent la cadence sur les pédales, un bras tire la poignée de la canette, l'autre ramène le peigne. Au rythme de cette mélodie lancinante, ces ouvriers burkinabés tissent du coton teint couleur indigo pour que le plus grand couturier du pays en fasse des costumes modernes dans l'air du temps. Le Faso d'Anfani, parce que c'est d'abord l'identité culturelle de tout Burkinabé. Et la marque Faso Ier parce que j'apprécie vraiment la qualité de leur tissu. Ancien stagiaire du créateur de mode américain Marc Jacobs, François Yaméogo a longtemps exercé son art à Paris avant de rentrer au Burkina Faso pour y construire une usine spécialisée dans la fabrication de Faso d'Anfani, le tissu traditionnel du pays qu'il intègre à ses collections. Le coton est noble et nous là, et on ne connaît pas la valeur. Donc c'est à nous maintenant de le valoriser et de pouvoir l'utiliser et de savoir qu'aussi, non seulement c'est création d'emplois, c'est bien aussi pour notre santé. François Yaméogo entend doter ses créations d'un style néo-contemporain capable de mettre le tissu sous les projecteurs de la mode mondiale et d'assurer des rendements plus élevés.
pour les artisans locaux, d'autant plus que l'économie du Burkina Faso s'appuie fortement sur l'industrie cotonnière, souvent qualifiée d'or blanc. L'objectif, c'est de produire plus et transformer plus. Aujourd'hui, on ne transforme que 3% de notre coton localement. On veut arriver à 20-25%, raison pour laquelle même le gouvernement a pris ces mesures-là. Et je pense qu'on va y arriver. La collection la plus récente de François Yaméogo a été le point culminant d'un défilé sur le thème de Faso d'Amfani à Paris le mois dernier, salué par un public hétéroclite. Ce combat va permettre aux gens d'avoir des revenus décents. Ce combat va permettre aussi de garder les devises au Burkina Faso, alors qu'en réalité, vous savez, c'est des milliards qu'on met dans le textile, dans l'importation. Donc ce combat va nous aider et c'est un combat noble. Pour le créateur de mode François Yaméogo, le Faso d'Amfani est plus qu'un tissu. C'est un patrimoine, une fierté, un symbole identitaire. En Palestine, à peine le soleil levé que pas moins d'1 millier puis 2000 colons sionistes se sont précipités vers la mosquée Al-Aqsa en profanant une nouvelle fois le statu quo de la mosquée sainte pour célébrer la prétendue chute justement du temple des colons menée en chef de file par le provocateur Itamar Ben-Gvir, ministre au gouvernement sioniste, dans une ultime provocation non seulement vis-à-vis des Palestiniens, mais également du monde entier. C'est un sujet signé Leïla Gertal. Ben-Gvir remet ça devant l'impunité, les dénonciations sans suite. L'entité sioniste et son gouvernement d'extrémistes déchaînés usent de la violence comme une politique d'État. Ben-Gvir mène une nouvelle incursion, comme si la précédente n'a pas suffi à obtenir l'effet escompté que lui et ses supports attendaient. Plus de 1000 colons sionistes investissent à Al-Aqsa, protégés et escortés par une armada des forces de sécurité sionistes. Plus exactement, des forces de l'armée occupante ont pris d'assaut le dôme du rocher dans la mosquée d'Al-Aqsa en conjonction avec l'assaut de ces milliers de colons. Le sioniste Ben-Gvir, dit ministre de la Sécurité, en tête de file, a dirigé ce mouvement de déchaînés dès l'aube ce matin, répondant à l'appel de certaines associations pour leurs fêtes religieuses qui se transforment souvent en provocation et violation des droits des Palestiniens et du statut même d'Al-Aqsa. Les sionistes colons évoquent de plus en plus l'idée de la destruction de la mosquée d'Al-Aqsa au profit de ce qu'ils nomment le troisième temple. Pour l'instant, ces violations sont contrées par d'impuissantes dénonciations. Le ministère des Affaires étrangères palestinien vient de condamner ce raid de Ben-Gvir, considérant cet assaut de couverture officielle israélienne pour les incursions continues et les plans de judaïsation, qualifiant pour finir ce développement de dangereux. Le Hamas a condamné ce jeudi les incursions opérées par les colons et le gouvernement sioniste dans la mosquée Al-Aqsa. Son porte-parole, Areza, dénonce une dangereuse escalade et une violation de toutes les lois et normes humanitaires. Le vaste raid de ce matin par des colons dans la sainte mosquée Al-Aqsa, ainsi que la participation des ministres extrémistes au gouvernement d'occupation, représente une dangereuse escalade du conflit religieux et une violation de toutes les lois et normes humanitaires. C'est un acte de provocation qui offense les sentiments de notre peuple palestinien, de la nation arabe et musulmane et de tous les peuples épris de liberté dans le monde. Notre peuple palestinien, avec les forces de résistance, y compris le Hamas, défendra l'entité arabe palestinienne et musulmane de la mosquée Al-Aqsa, peu importe les sacrifices. Nous avons toujours souligné que la mosquée Al-Aqsa est une ligne rouge et nous avons prouvé par nos actions et nos opérations que si cette ligne rouge est franchie, le peuple et la résistance ne resteront pas silencieux. Et c'est en Palestine, Terre Sainte, que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al24 News.